Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM et nous sommes dans l'émission Droit de parole jusqu'à 10h ensemble. Comme tous les mardis de 9h à 10h, eh bien, nous allons parler de questions de société. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre émission spéciale emploi, comme je voulais signaler la semaine dernière. Cette année, nous passons en hebdomadaire dans un cycle d'émissions. Donc je vous rappelle, pour ceux qui débarqueraient ou pour les petits rappels pour nos auditeurs fidèles, le premier mardi du mois, ce sera une émission consacrée aux questions de société, deuxième mardi à l'emploi, le troisième mardi du mois aux questions spécifiques liées aux droits des femmes et le quatrième mardi du mois l'invité politique. Alors cette semaine, eh bien, nous recevons Nicolas Piton de la mission locale du Grand Nancy pour parler de la garantie jeunes et de l'emploi des jeunes en situation précaire. Donc on va un petit peu peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ces différents dispositifs, le rôle de la mission locale, de la maison de l'emploi, ce dispositif spécifique à destination des jeunes. Et à ma droite, eh bien, j'ai la grande voix de la radio, notre chef vénérable et vénéré, Pauline Creusat, qui va nous parler aussi en tant que grand témoin. Ouh là là, c'est beaucoup de choses à me mettre sur le dos quand même. De ces jeunes qu'on reçoit ici aussi en garantie jeune, et puis voir un peu comment eh bien, ça leur permet de s'insérer professionnellement. Voilà, donc je vais peut-être faire un petit tour de table, que chacun puisse un petit peu se présenter, parler un petit peu de son parcours, et puis on attaque tout de suite. Alors je vous laisse la parole, Nicolas Piton, bonjour. Bonjour, donc Nicolas Piton, je suis coordinateur sur le dispositif Garantie Jeunes pour la mission locale du Grand Nancy depuis la mise en œuvre du dispositif sur Nancy, c'est-à-dire en avril 2015. J'ai été auparavant conseiller technique en mission locale pendant de nombreuses années, une quinzaine environ, et donc je suis là pour parler de la garantie jeune et puis donc de la mission locale. Donc aujourd'hui, on va parler de jeunes, évidemment, de l'autonomie des jeunes notamment, et de leur insertion professionnelle. Alors des jeunes qui sont en situation de rupture scolaire ou de difficultés familiales ou sociales. Alors déjà peut-être pour ceux qui nous écouteraient et qui seraient dans ce type de situation et qui ne connaissent pas nécessairement les différentes institutions auxquelles ils pourraient se référer pour justement sortir de leur situation. On parle de mission locale, on parle de maison de l'emploi. Ce n'est pas nécessairement connu de tous. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un topo sur le rôle de la maison de l'emploi et plus spécifiquement de la mission locale ? D'accord. Alors, je vais commencer par la Maison de l'Emploi. La Maison de l'Emploi, elle a été constituée il y a quelques années déjà, une dizaine d'années. Elle est là un peu pour servir de courroie de transmission entre les différents acteurs de l'emploi sur un territoire. Donc, elle est là pour impulser des plans d'action autour des discriminations, autour des clauses d'insertion, autour de problématiques spécifiques comme ça de l'emploi. Et elle est là pour à la fois fluidifier les rapports entre les différents acteurs de l'insertion professionnelle et en même temps sur une dynamique de projet, d'ingénierie de projet pour essayer de produire des réponses plus adaptées ou le plus adaptées possible, en tout cas aux problématiques en fonction des territoires et en fonction des problématiques. Donc, comme je disais, il peut y avoir la discrimination, les clauses insertion. Il y a un travail qui est fait aussi avec le PLI, avec toute l'insertion par l'économique de l'agglomération et qui est coordonné par des personnes de la Maison de l'Emploi. Donc, la Maison de l'Emploi, elle se situe 88 avenue du 20e corps. Elle n'a pas proprement parlé vocation à accueillir du public en direct. Elle en accueille, mais sous forme de partenariat, notamment avec ce qu'on appelle les correspondants de parcours sur l'insertion par l'économique. Et puis, elle anime un peu le travail de réflexion autour de ces questions-là entre les différents acteurs. D'accord, donc les acteurs entre les institutions, peut-être les entreprises aussi, le secteur. Oui, toutes les associations, tous les acteurs institutionnels en fait de l'insertion. Donc par l'activité économique, au niveau des clauses d'insertion, elle dynamise aussi le travail entre les entreprises et tous ces dispositifs-là, parce que les clauses d'insertion sont un dispositif assez technique et on a des salariés au niveau de la Maison de l'Emploi qui viennent en support, en appui et en conseil sur le montage de clauses d'insertion, de choses comme ça. D'accord.
Et donc la mission locale, donc spécifiquement dédiée à l'insertion des jeunes. Alors peut-être effectivement nous expliquer ce qu'est la mission locale et puis pourquoi, quelle est la spécificité justement de la problématique des jeunes en rupture scolaire et dans la perspective d'une insertion professionnelle. D'accord. Alors la mission locale, on a fêté les 30 ans de la mission locale il y a quelques années. La mission locale, elle est née au début des années 80, où le chômage des jeunes a commencé à devenir une problématique installée, inscrite dans le paysage. Et l'idée, c'était au début de la mise en place des missions locales, une association qui se devait transitoire et qui devait permettre de faire émerger des réponses adaptées au public jeune par rapport au chômage de masse, par rapport au décrochage scolaire et par rapport à des problématiques comme ça. Très rapidement, la mission locale elle est devenue un acteur central du paysage parce qu'elle a permis de faire émerger des réponses adaptées aux jeunes, une prise en charge spécifique par rapport aux problématiques des jeunes. Et elle s'est inscrite dans le paysage comme un acteur à la fois sur l'économique et puis sur le social. C'est-à-dire qu'un conseiller en mission locale, il est conseiller technique en insertion sociale et professionnelle. C'est ce qu'on appelle en mission locale l'accompagnement global. C'est-à-dire qu'on prend le jeune dans sa globalité et on travaille aussi bien sur l'accès à l'emploi direct, la mise en relation sur des offres, sur de la formation, et puis aussi sur tout ce qui est périphérique à l'emploi, mais ô combien important dans la recherche d'emploi, c'est-à-dire les problèmes de logement, de mobilité, de santé, de couverture d'accès aux droits de manière générale. Alors ces dispositifs s'intéressent aux jeunes. Alors qu'est-ce qu'un jeune pour la mission locale? C'est-à-dire à partir de quel âge on peut avoir accès à ce dispositif et jusqu'à quel âge Alors, qu'est-ce qu'un jeune? C'est une grande question. Qu'est-ce qu'un jeune, ouais. Est-ce qu'on est jeune? Moi, je me considère comme jeune, mais au niveau de la catégorisation opérée par les missions locales, je ne suis pas jeune. C'est triste. Voilà. Alors, un jeune en mission locale, c'est un jeune qui a fêté son 16e anniversaire et qui n'a pas encore fêté son 26e anniversaire. D'accord. Il y a un délai de 10 ans pour être on jeune. est jeune pendant 10 ans. Ok. Voilà, donc nous, on est périmés, en fait. Nous sommes périmés, voilà. C'est ça. C'est violent, quand même, pour un mardi matin. C'est dur pour se réveiller un mardi matin avec cette idée. Sachez que chaque jour, je prends conscience, moi, que je ne suis plus jeune. Je crois qu'on est tous à cette triste réalité. Donc au sein de cette mission locale, vous proposez un dispositif, donc plusieurs dispositifs qui sont mis en place justement pour l'accès à l'emploi, et un dispositif spécifique qui est la garantie jeune. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et puis on rentrera un petit peu plus dans le détail. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, j'ai 2 minutes, 2 heures ou 2 jours? Enfin, on a 1 heure, donc ça fait 1 heure. Voilà, on vous laisse et bon, on y va. Voilà. Alors, dissertation sonore. La garantie jeune. Je vais faire court, mais je vais essayer d'être exhaustif. Quand même. Allons-y. Donc au départ, il y a un constat de la Commission européenne en 2013 qui, au terme d'études assez approfondies, se rend compte que la jeunesse européenne rencontre, à travers les différents États qui composent l'Union européenne, à peu près des problématiques similaires, c'est-à-dire de plus en plus de marginalisation, une précarisation au niveau financier, un accès aux droits pas toujours efficient. Et l'idée, c'est de demander à chaque État de produire, dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, c'est le chapeau européen des différents dispositifs qui s'inscrivent, notamment la garantie jeune en France. Elle demande à chaque État de produire un dispositif qui réponde à un objectif, l'accès à l'autonomie des jeunes. Voilà. Donc en France, en 2014, dans le cadre d'un plan annuel de lutte contre la pauvreté, est mis en place la garantie jeune. Alors à titre expérimental sur 10 départements, puis ouverte à peu près une 50aine de départements en 2015. C'est là que la Meurthe-et-Moselle candidate à travers une candidature qui est portée à la fois par la mission locale du Grand Nancy, enfin les missions locales du département et le Conseil général, parce qu'il fallait une collectivité locale partenaire des missions locales pour pouvoir être territoire expérimental. Et puis elle est généralisée et inscrite dans la loi à partir du 1er janvier 2017. Donc le dispositif Garantie Jeune, il a servi...
il a permis d'apporter des réponses différentes à des problématiques qui existent depuis longtemps au niveau des jeunes. Il est basé sur des principes d'intensivité, c'est-à-dire que le jeune qui rentre en garantie jeune, il va devoir être motivé et puis suffisamment motivé pour justement s'impliquer intensivement dans ses recherches d'emploi. J'expliquerai peut-être tout à l'heure comment ça se concrétise. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, les jeunes qui ont recours justement à ce dispositif, c'est quel profil qui... Alors, quel profil ? Au départ, c'était vraiment axé sur les jeunes les plus vulnérables, les plus marginalisés. Ça s'est un petit peu élargi au fur et à mesure de l'expérimentation. Donc, les jeunes, c'est des jeunes de 16 à 26 ans qui sont NEET. Alors, si je le dis en anglais, je vais être ridicule, mais c'est Neither in Employment nor Education and Training. Okay. Je suis ridicule. Donc ça veut dire ni scolarisé, ni en emploi, ni en formation. Voilà. Il faut répondre à ces différents critères. C'est des jeunes qui sont soit en rupture familiale, soit qui habitent chez leurs parents mais ne disposent pas, mais qui ne peuvent pas bénéficier d'un soutien financier de leurs parents. Donc c'est calculé de manière très, très rigide. Hein. Oui, c'était justement la question que je me posais, c'était puisqu'on parle de jeunes précarisés, qu'est-ce qu'on appelle un jeune précarisé ? Parce que est-ce que c'est basé sur le revenu des parents, sur les pensions alimentaires qu'ils pourraient éventuellement toucher, ou est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la situation financière du jeune en question ? Alors, de façon individuelle, je veux dire. Sans prendre en compte la famille ou l'entourage. C'est ça. Alors, le dispositif, malgré ses rigidités, il est assez souple. C'est-à-dire qu'il y a 2 étapes pour vérifier l'éligibilité d'un jeune. La première étape, c'est déjà de vérifier s'il est sans soutien familial. Donc, sans soutien familial, après, pour permettre d'établir l'éligibilité, ça correspond en fait à un certain nombre de documents qui peuvent être produits par les jeunes et leurs familles pour que le jeune puisse bénéficier du dispositif. Donc, il y a 4 solutions, en gros, dans cette première étape pour déterminer le sans soutien familial. C'est soit appartenir à un foyer BRSA, soit appartenir à un foyer qui n'est pas imposable. Donc on nous demande, nous, de réunir des pièces démontrant que le foyer dans lequel vit le jeune n'est pas imposable. Soit que le jeune est déjà en situation d'indépendance fiscale et peut produire lui-même un avis d'imposition avec un montant zéro à payer. Soit le jeune appartient à un foyer fiscal qui est imposable, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir démontrer qu'il y a un risque de rupture et il faut que le jeune s'engage à se détacher fiscalement pour pouvoir intégrer le dispositif. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a vérifié cette éligibilité-là au titre de son soutien familial, il y a une deuxième étape qui concerne les ressources du jeune et uniquement du jeune. Donc, 3 cas de figure. Soit le jeune a des ressources mensuelles nettes moyennes au cours des 3 derniers mois. Ça devient un peu technique. Mais tant mieux, parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, et on sait que l'accès au droit, c'est souvent un défaut d'information. Au moins, ça peut-être permettra à certains de nos auditeurs de dire, bah tiens, voilà, je rentre dans cette J'espère. Donc, on demande les ressources d'activité des jeunes au cours des 3 mois précédant l'entrée en garantie jeune. Donc là, il y a 3 solutions. Soit le jeune a des ressources mensuelles nettes moyennes qui sont comprises entre 0 et 484,82 €. C'est précis. Hein. C'est précis. Dans ce cas-là, il est automatiquement éligible à condition qu'il réunisse une condition de motivation et d'intérêt pour le dispositif. Et auquel cas, la mission locale peut le faire entrer sur le dispositif garantie jeune. Elle a la main sur son entrée sur le dispositif garantie jeune. Si les ressources mensuelles nettes moyennes du jeune sont comprises entre 484,82 € et 630,27 €... Qu'est-ce qui établit les centimes là ? Dans ce cas-là, il y a une commission départementale qui s'occupe de tout le suivi des parcours garantie jeune sur le département. J'en parlerai un peu après, qui va procéder à un vote en fonction des éléments de précarité qui sont présentés à cette commission-là. Elle va décider qu'à titre dérogatoire, le jeune peut rentrer malgré le fait qu'il ait des ressources supérieures à 484,82 €.
sur le dispositif. Si un jeune a des ressources moyennes nettes mensuelles supérieures à 630,27 € sur les 3 derniers mois, mais il faut qu'il attende parce qu'il ne peut pas rentrer sur la garantie jeune. Alors, s'il est à 631, qu'est-ce qui se passe en fait ? S'il a 631 €, c'est le problème des seuils. C'est-à-dire qu'il devra attendre un mois. D'accord. Pour qu'on refasse le calcul et que du coup la moyenne baisse. D'accord, très bien. Alors, une fois que ces différentes étapes sont franchies, alors moi, je suis un jeune, je suis en difficulté financière, je suis éligible au dispositif. Quelle va être la prise en charge ? Alors, parce que vous parliez de différents aspects, hein, alors peut-être les détailler un peu plus. Ça répond à plein de principes. L'idée de la garantie jeune, c'est d'associer les dynamiques collectives et individuelles pendant l'accompagnement. Donc, il va y avoir la mise en place d'ateliers collectifs. En fait, la garantie jeune, elle dure 1 an. Au bout d'1 an, l'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie. Donc, nous, on va essayer de l'outiller à travers les différentes compétences qu'on va pouvoir lui apporter pour accéder à l'autonomie au bout d'1 an. Donc, il y a 2 phases un peu différentes pendant le dispositif. Un premier mois d'atelier collectif qui se fait de manière intensive. C'est-à-dire que tous les jours, ils viennent en atelier collectif. On travaille l'ensemble des compétences, des problématiques du jeune, donc aussi bien les compétences sociales, on travaille autour du logement, autour du budget, autour de l'accès aux droits, autour de la santé. Et puis, on travaille aussi toutes les techniques de recherche d'emploi et à travers des méthodes pédagogiques québécoises, parce qu'au départ de la garantie jeune, il y a des méthodes pédagogiques québécoises, notamment celle de l'ADVP, c'est du développement vocationnel et personnel. Et c'est dingue comme le Canada et le Québec particulièrement sont des sources d'inspiration pour certaines initiatives. Ouais. Oui, parce qu'ils sont peut-être moins enfermés dans des logiques institutionnelles et donc il y a peut-être un peu plus de créativité. Oui. Même si les missions locales, elles font preuve d'ingénierie et proposent aussi, et c'est pour ça que c'est important que les missions locales restent maîtresses un peu de la manière dont elles vont traiter certaines situations, ce qui est de moins en moins le cas au fur et à mesure des années parce que les missions locales répondent à des dispositifs qui ont des cahiers des charges de plus en plus stricts et rigides et ça permet quand même à la marge de mettre en œuvre des projets, des initiatives un peu particulières. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est d'associer donc du collectif et de l'individuel. Le premier mois, les ateliers collectifs. Dans ces ateliers collectifs-là, il n'y a pas que les conseillers garantie jeunes qui proposent des réponses aux problématiques des jeunes, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec la CARSAT, avec la CPAM, avec des associations telles Antigone, par exemple. On travaille aussi énormément sur la recherche de stage. On a un service entreprise à la mission locale qui peut aussi intervenir par rapport à ça. Et puis, on leur fait passer un diplôme de sauveteur secouriste du travail. On fait un travail autour de l'utilisation des outils numériques aussi. On utilise beaucoup les outils numériques en garantie jeune. Voilà, donc pendant 1 mois, on va travailler tout ça. L'objectif, c'est aussi de permettre aux jeunes d'auto-évaluer la situation dans laquelle il est, de retrouver de la motivation à aller vers l'emploi, parce que souvent, on a des jeunes qui ont perdu, à force d'accumuler certains échecs, de la motivation à essayer. On va essayer aussi de développer des choses un peu particulières autour de l'entraide et de la coopération entre les jeunes. C'est vraiment l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler par petits sous-groupes de travail. C'est pas d'être dans un cours magistral où on va donner aux jeunes nous-mêmes toutes les clés, c'est-à-dire qu'on va leur permettre, en mettant en place des supports d'animation qui le permettent, aux jeunes d'échanger entre eux sur les situations qu'ils ont vécues, sur qui ils sont, sur ce qu'ils attendent, et de trouver aussi des réponses entre eux. Oui, donc c'est vraiment un apprentissage à la fois pratique, professionnel pratique, et aussi récupérer tous les codes, intégrer tous les codes sociaux, travaux en groupe, etc., qui seront nécessaires et mobilisables dans une activité professionnelle ultérieure. Alors, tout ça, c'est donc le premier mois de travaux de groupe. Hein. Et ensuite, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour avoir un suivi plus personnalisé du jeune, avec des difficultés, parce que chaque jeune, j'imagine, est différent et a ses propres difficultés.
et comment la mission locale intervient justement Alors, dans le cadre de la garantie jeune, après je reparlerai peut-être un peu de la mission locale et des autres dispositifs qui peuvent être proposés aux jeunes. Dans le cadre de la garantie jeune, la difficulté principale, c'est de réussir à articuler les deux dimensions, collective et individuelle. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des choses qui peuvent émerger comme ça de la pratique collective, mais en même temps, il y a des situations qui nécessitent de vraiment prendre en compte de manière individuelle la situation du jeune. Donc, au niveau de la garantie jeune, il y a ce premier mois de collectif, et après, sur les 11 mois suivants, la priorité est donnée à l'immersion en milieu professionnel, c'est-à-dire que c'est le working first, parce que comme c'est des méthodes québécoises, il y a aussi, bizarrement, pas mal de mots anglais dans la garantie jeune. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le fait que c'est l'apprentissage par les pairs, ça, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Voilà, c'est donner le pouvoir aux jeunes dans l'action qu'ils vont mettre en œuvre au cours de la garantie jeune. Le working first, c'est l'idée que la meilleure manière de connaître le monde de l'entreprise, d'assimiler les codes de l'entreprise et de développer ses compétences à être en emploi, c'est d'aller le plus souvent possible dans un milieu professionnel. Donc en fait, dans les 12 mois que les jeunes font dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes, il y a cette exigence d'aller le plus souvent possible en emploi, le plus souvent possible en entreprise. Donc, quel que soit le domaine d'activité, le statut et quel que soit le domaine d'activité. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes d'aller le plus souvent possible en entreprise, d'ouvrir à différents secteurs d'activité leur recherche, de ne pas s'enfermer dans un projet. Ça, c'est vraiment une rupture radicale avec tout ce qui est mis en œuvre. Oui, parce que quand on voit y compris dans les milieux scolaires, on demande très tôt d'ailleurs de définir un projet professionnel précis. Le fameux stage de troisième, là, tout le monde, personne ne sait quoi faire, où aller. Souvent, c'est l'entreprise de papa, maman, s'il travaille. Prévoir un parcours d'orientation, de définir les différentes étapes de ce parcours. Et donc là, on est vraiment dans une logique inversée. Alors la logique inversée, c'est saisir les opportunités et ne pas s'enfermer. Il va de soi que, pour ne pas être trop schizophrène, un jeune qui aurait un projet à peu près établi, on ne va pas l'empêcher de continuer à travailler sur son projet. Par contre, on va quand même l'amener petit à petit à essayer de développer un plan B, un plan C, un plan D, et en tout cas de lui permettre d'avoir d'autres représentations de métiers qu'il ne connaît pas. On se rend compte aujourd'hui que les métiers en tension, c'est des métiers que les jeunes refusent. Parce qu'ils en ont une représentation assez caricaturale. De toute façon, le monde de l'insertion, c'est un jeu de représentation. Entre les représentations que les jeunes ont du monde de l'emploi, des entreprises, des secteurs d'activité, et les représentations que les entreprises ont des jeunes et des demandeurs d'emploi, nous, le travail, c'est de faire tomber petit à petit un peu les barrières comme ça symboliques, les freins, les autocensures des uns et des autres. C'est-à-dire d'amener le jeune à essayer vraiment des métiers auxquels il n'avait jamais pensé avant, et de saisir du coup les opportunités qui se présentent. Et puis d'un autre côté, d'accompagner les entreprises dans la même dynamique, c'est-à-dire faire tomber un peu les représentations qu'ils peuvent avoir des jeunes et de ce qu'ils attendent d'un employé, parce que souvent on a des entreprises qui vont chercher le mouton à 5 pattes pour un emploi qui ne nécessite pas forcément tel diplôme, telle compétence déjà acquise, et qui va plutôt devoir s'appuyer sur la capacité qu'a le jeune à assimiler tout un tas de codes particuliers, de dynamiques particulières. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur les deux domaines, le jeune et l'entreprise, et d'être un acteur, un médiateur entre les deux, entre ces deux acteurs qui ont plein de représentations, voire d'a priori et de stéréotypes sur l'un et sur l'autre. Alors justement, Pauline, toi tu accueilles au sein de la radio des jeunes. Enfin, c'est pas moi, c'est la radio qui accueille. La radio accueille, en fait, tu supervises. Mais je les accueille aussi. Voilà, tu supervises donc ces jeunes en garantie jeune. Alors justement, quand ils arrivent ici dans ces locaux, comment tu organises cette prise en charge, et surtout quelle responsabilité tu laisses à ces jeunes et quelles compétences tu cherches à développer avec eux? Alors, le but, en fait, d'un stage auprès d'RCN, c'est découvrir à la fois les métiers de la radio,
qui sont assez nombreux, mais aussi toucher un petit peu à tous ces exercices de radio, apprendre à s'exprimer. Éventuellement, derrière ça, il y a aussi reprendre un peu confiance en soi, parce que quand on nous pousse devant le micro et qu'on nous pousse à prendre la parole, il y a tout un tas de questionnements qui arrivent. Comment je me place, comment je parle, comment je pose ma voix, etc. Et tout ça, ça amène aussi à se dire, bon, bah voilà, moi aussi, je sais parler dans un micro, je sais parler, j'arrive à parler de sujets qui me passionnent. Et c'est ça le propos aussi, c'est à la fois découvrir les métiers, mais aussi faire un travail sur développer des sur soi. compétences. Ouais. Donc d'ailleurs, je serais curieuse de savoir un petit peu mais ça sera une question pour plus tard, quels sont les partenariats avec les entreprises, comment ça évolue justement cette vision dont vous parliez des entreprises sur les jeunes. Mais donc du coup, la première étape, c'est découvrir la radio, assister à des émissions, et puis on leur demande toujours, quand on les accueille ici, de faire 2 exercices différents. Un exercice qui s'appelle la chronique. Donc, ils ont 2 chroniques à faire. Une première chronique qui est vraiment libre. Ils apprennent à faire une chronique. Donc, ils choisissent le sujet qu'ils aiment. Et puis, ils apprennent donc que une chronique, c'est pas seulement parler derrière le micro, c'est aussi écrire, c'est faire des recherches, c'est avoir une déontologie aussi, et puis une méthodologie de la chronique. Et ensuite, ils travaillent sur une deuxième chronique qui est plutôt en 2, parce qu'ils sont souvent là 2 semaines. En deuxième semaine, où là, moi, je leur demande de réfléchir à ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ont déjà fait, les expériences, qu'elles soient professionnelles, en stage, ou même parfois c'est du bénévolat tout simplement, ou c'est j'ai gardé les enfants de ma tante pendant 1 an tous les samedis, puis je veux travailler dans le milieu plutôt de l'enfance, de la petite enfance. Voilà, c'est valoriser toutes ces petites choses qui parfois leur paraissent inutiles ou sans importance. Et puis faire une chronique sur qui je suis, qu'est-ce que j'aimerais faire, comment je m'imagine dans un métier, dans un domaine, ou même sans forcément mettre des étiquettes aussi précises. Moi, je me vois travailler dans la nature, je me vois travailler dans des équipes où on s'entraide. Enfin, voilà, ça peut être très vaste. Et donc ça, c'est le premier exercice chronique. Et puis, ils font aussi, puisqu'on a plein d'émissions, ils travaillent sur le micro-trottoir. Donc, le but, c'est aller dans la rue, interroger des gens qui ne veulent pas être interrogés. Et donc, c'est se pousser à aller voir les gens et à leur poser des questions, à travailler l'interview et puis le contact avec l'autre, en fait. Donc, c'est là qu'on voit toute l'importance, justement, de s'orienter vers des milieux professionnels que l'on n'aurait pas nécessairement pensé. C'est vrai que le monde des médias est un monde que finalement peu de gens connaissent et qui est accessible, ça on le rappelle. Alors après, moi je leur mens pas, c'est-à-dire que le monde des médias, on leur fait découvrir tout ce qui existe. Il y a plein de métiers, il y a la technique, il y a l'animation, il y a plein de choses. Cela étant, c'est quand même des métiers qui sont assez bouchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir. Il y a très peu de postes. Mais je veux dire, ça permet en tout cas de développer des compétences qui de toute façon sera mobilisables. C'est pas tant l'objet du métier, c'est surtout développer des compétences qui seront utiles dans n'importe quelle entreprise. Le contact avec les gens, que ce soit avec des clients, avec d'autres salariés, avec un milieu particulier, ça va être important. L'affirmation de soi pour aller en entretien d'embauche, c'est quelque chose qui est... Enfin, je pense que là-dessus, vous le travaillez aussi. C'est quelque chose qui est important parce que quand on a une attitude qui peut paraître mal à l'aise, etc., ça va peut-être envoyer quelque chose à l'interlocuteur d'une entreprise qui est pas forcément négative, mais qui va peut-être faire qu'on va mettre sur le côté Là encore, l'importance des représentations, et ça sera justement... l'objet de la prochaine question, c'est on parle des représentations de différents métiers pour les jeunes, enfin ce qu'ils en ont. Moi, je m'intéresse maintenant au regard de l'entreprise justement vis-à-vis de ces jeunes. Alors déjà, est-ce que les entreprises jouent le jeu, et quel partenariat vous avez noué, et quel retour vous en avez justement, et peut-être aussi quelle évolution ils ont eu quel regard ils portent sur les jeunes ça actuellement. Fait plein de questions, ça fait plein de questions en vrac. Je balance tout, mais on y reviendra point par point. Et alors moi je vais faire une petite pirouette. Je vais juste, avant de répondre aux questions qui me sont posées, revenir sur ce que disait Pauline. La prise en compte de tout ce qu'elle a dit au niveau de l'accueil de stagiaires correspond exactement à ce qu'on essaye de travailler dans le cadre de la garantie jeune. C'est-à-dire que l'idée d'aller à la rencontre de
entreprise, c'est d'abord se confronter à des réalités et puis c'est reprendre progressivement confiance en soi parce que les jeunes, souvent, se sentent pas légitimes. Alors, après, ça se traduit de manière très différente en fonction des jeunes. Certains vont être dans la fuite, d'autres vers dans l'agressivité, d'autres dans l'évitement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller rencontrer les entreprises. Donc, dans le cadre du premier mois collectif, c'est parce que j'avais oublié de parler de ça tout à l'heure, il est demandé aux jeunes, de manière individuelle ou en petits groupes, d'aller déjà rencontrer les entreprises, d'aller leur poser des questions, d'aller leur demander si cette entreprise-là embauche, d'aller connaître un peu l'entreprise à travers des questions qui sont travaillées en atelier avec les jeunes. Et puis, par exemple, de leur soumettre leur CV, leur lettre de motivation pour voir un peu ce que les employeurs pensent d'eux. Et on se rend compte que le fait comme ça d'être confronté, de devoir agir, naturellement, va leur donner un peu plus de confiance en eux. Ils se sentent souvent incapables et du coup, quand ils se sentent incapables, dans une stratégie d'évitement de cet échec qui s'annonce à eux-mêmes, ils vont préférer ne pas faire plutôt que faire. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans l'injonction à aller dans l'entreprise, pour qu'ils se confrontent à ça, pour qu'ils connaissent aussi les débouchés des différents métiers, mais qu'ils reprennent confiance en eux en se montrant à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des choses. Et c'est vrai que le partenariat avec Radio Caraïbes, là-dessus, il est intéressant. Il est intéressant notamment parce qu'on a assez peu de partenariats. Et là, je fais un appel aux partenaires vers les questions et puis vers un appel aux partenaires. On a assez peu de partenariats avec des entreprises, trop peu. Bon, après, on en a un, mais trop peu, pour permettre une fluidité comme ça des démarches des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, on va leur demander d'aller rencontrer de nombreuses entreprises pour essayer d'aller en stage. En général, le réflexe d'un jeune pendant le premier mois de collectif, il faut savoir qu'à l'issue du premier mois de collectif, ils ont l'obligation d'être 2 semaines en stage. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller dans une entreprise qu'ils connaissent, soit parce qu'ils y ont fait un stage, soit puisqu'on parlait de stage de 3e tout à l'heure. Oui, souvent, ils vont aller voir le stage qu'ils ont fait en 3e parce qu'ils connaissent quelqu'un. C'est des jeunes qui sont sans soutien familial. Sans soutien familial, ça veut dire effectivement des problèmes financiers, mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire aussi qu'on ne dispose pas d'un réseau qui permettent d'avoir comme ça, alors on peut appeler ça du piston ou du réseau, hein, selon le... ça induit beaucoup de choses derrière, mais en tout cas, c'est des jeunes qui ne connaissent pas de gens qui connaissent l'entreprise parfois. Ils sont notamment parfois dans des foyers où les parents ne travaillent pas, où le monde du travail est quelque chose vraiment d'étranger à leurs habitudes. Donc l'idée, c'est de les amener de plus en plus vers des entreprises. Et puis, ben voilà, en allant rencontrer 10, 15, 20 entreprises, ils vont trouver des entreprises qui vont les prendre en stage. Nous, on travaille aussi sur la manière qu'ils ont de se présenter et de présenter leur démarche de recherche de stage. Alors, c'est pour ça aussi peut-être qu'on n'a pas mis l'accent sur le travail de partenariat avec des entreprises, parce que ça serait peut-être un peu facilité des fois. Oui, c'est ça leur donner clé en main, une possibilité, alors que le but c'est de faire cette démarche et aussi un apprentissage. Ouais. Donc ça ne serait pas une démarche très autonomisante que de leur fournir des entreprises clés en main, mais ça pourrait être intéressant par contre de nouer des contacts. Ça se fait progressivement, on noue des contacts avec des entreprises. Après, voilà, c'est comme toute expérience dans la vie, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va accueillir un stagiaire garanti jeune, si ça se passe bien, elle va généraliser et elle va avoir tendance à être garanti jeune friendly et à accueillir régulièrement des jeunes en garanti jeune. Elle va nous contacter pour éventuellement même répondre à des logiques de recrutement. Et puis quand ça se passe mal, il va falloir travailler, retéléphoner, reproposer, se représenter, rediscuter avec l'entreprise pour faire tomber comme ça cette genophobie qui s'est installée à l'issue d'une expérience négative. Donc oui, nous, on a un service entreprise pour continuer à répondre à la 2e ou 3e ou 4e question qui était posée. Il y en a d'autres en stock. Hein, je vois. On a un service entreprise au sein de la mission locale et de la Maison de l'Emploi qui crée des partenariats, qui fait vivre des conventions, qui fait vivre des plans avec les entreprises, des chartes, et qui permet d'avoir comme ça des réponses à donner aux jeunes. Mais on essaye quand même au maximum de laisser le jeune être acteur de cette démarche-là et de cette recherche-là. Après,
C'est vrai que les missions locales commencent petit à petit, ça ne l'était pas encore il y a une dizaine, une quinzaine d'années, mais commencent à être repérées par les entreprises comme une possibilité aussi de travailler sur les logiques de recrutement, chose qui n'était pas, comme je le disais, vrai il y a 10-15 ans. Donc oui, moi je fais appel à toutes les entreprises qui auraient envie de donner une chance à des jeunes. Alors en plus, l'enjeu pour ces entreprises-là n'est pas trop risqué, hein, puisqu'on peut leur permettre aussi de commencer par des mises en situation professionnelle sous forme de stage, gratuites, non rémunérées. Donc si jamais ça se passe mal, nous, les conseillers garantie jeunes ou moi-même, on se tient à leur disposition aussi pour intervenir tout de suite dès lors qu'un problème peut se poser, et puis d'être un peu médiateur, de mettre fin au stage quand la poursuite du stage n'est pas possible. Donc quel est l'intérêt pour les entreprises s'il fallait les motiver un petit peu à accueillir ces jeunes? Quel peut être l'intérêt? Comment les appâter? Ouais. Alors, l'idée de la garantie jeune au départ, c'est d'agir sur deux choses. Sur le jeune et ses problématiques, lui redonner confiance en lui, lui permettre de se confronter au monde de l'entreprise. Et puis, il y a une logique aussi qui n'était pas forcément à l'œuvre dans la plupart des dispositifs d'accompagnement par le passé, c'est d'intervenir aussi au niveau de l'entreprise comme étant un support à sa politique de recrutement. Au niveau des grandes entreprises, il n'y a pas trop de problèmes au niveau du recrutement. Ils ont des processus, des procédures, tout est calé, il y a des personnels qui sont dédiés à ça. Mais on se rend compte qu'au niveau des TPE, notamment, le processus de recrutement est quelque chose qui est porteur de tout un tas d'angoisses, de difficultés techniques, administratives, de craintes par rapport aux enjeux et aux conséquences qu'aurait la signature d'un contrat. Donc l'idée, nous, c'est aussi de démontrer aux entreprises qu'on peut les soutenir dans cette dynamique-là. Sur les contrats aidés, par exemple, on a un service entreprise qui peut aider les entreprises à monter les dossiers et qui intervient vraiment en support technique pour toutes les choses que l'entreprise aurait du mal. Quand on parle d'entreprise, voilà, des fois c'est des petites, ça peut être aussi 3, 4, 5 personnes, c'est une association. On a été confrontés aussi nous, à cette situation-là. Et on n'a pas, dans les compétences de l'entreprise, on n'a pas forcément toute cette compétence de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences, de justement comment on recrute par rapport à des compétences qui sont adaptées à l'entreprise qui est la vôtre et tout. Donc l'idée, c'est d'être en support et de démontrer aussi aux entreprises des fois qu'elles s'enferment elles-mêmes dans une logique de recrutement par le diplôme, par l'expérience et tout ça, alors que l'important finalement sur beaucoup de postes de travail, c'est les compétences transverses, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les compétences fortes des jeunes, la capacité à travailler en équipe, la capacité à prendre des initiatives. C'est toutes les choses, comme le disait Pauline tout à l'heure, qui seront jamais pu évaluées, travailler en bénévolat, dans des clubs de sport, et qu'eux-mêmes jugent inutile, comme on disait tout à l'heure. Inutile et absolument pas transférable dans le milieu de l'entreprise. Alors que dans le milieu de l'entreprise, de plus en plus, avec la polyvalence qui est demandée, avec justement, c'est des capacités d'adaptation, c'est et donc nous, on accompagne aussi les entreprises dans cette déconstruction qui est nécessaire pour eux pour leur permettre aussi d'avoir des recrutements vraiment adaptés aux postes qu'ils proposent dans leur entreprise. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a un accompagnement qui se fait. Je sais que nous, comme association, qui voulait justement embaucher un jeune qui lui rentrait pas du tout dans les cases de diplôme, de machin, enfin voilà. On a été aidé là-dessus parce qu'on sait pas, on n'a pas le service ressources humaines, donc voilà, justement c'est ça. On a besoin parfois de clés qu'on n'a pas forcément, et il y a cet accompagnement-là. Et puis je rebondis aussi sur cette idée que parfois il y a des compétences que certaines entreprises, malheureusement, ne reconnaissent pas parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases d'un diplôme, d'une formation, et que souvent, quand on parle d'un jeune, on se dit il va falloir le former aussi à un métier, et que ça prend du temps, qu'il faut... Voilà. Et tous ces clichés-là font que c'est des freins supplémentaires à l'embauche d'une personne. Nous, sur RCN, c'est pas pour faire une pub, mais c'est juste pour expliquer justement comment ça peut prendre corps, ça. Tous nos techniciens et beaucoup de métiers
métiers qui sont présents à la radio, c'est des métiers qui n'ont pas été, on va dire, primés par une formation, un diplôme. C'est des gens qui se sont formés sur la durée et aujourd'hui qui ont une qualité technique qui est reconnue, mais grâce à un temps qui a été donné, qui a été pris aussi, et à des jeunes qui au départ n'étaient pas forcément dans des études, dans des diplômes, etc., mais qui présentaient d'autres choses. Donc on est en dehors du bouton à 5 pattes, on a essayé par rapport à un métier, de se coller à d'autres critères qui étaient plus importants qu'un simple diplôme. Et je pense que c'est de plus en plus important de prendre en considération ces critères qui ne sont pas forcément c'est-à-dire de formation universitaire. De faire accepter à l'entreprise qu'elle est aussi elle-même un organe de formation avant d'être simplement un recruteur. Pas seulement, mais en tout cas que effectivement, mais c'est même pas faire accepter, c'est une prise de conscience, je pense, au niveau de l'entreprise, qui est pas évidente à faire parce que forcément, quand on a un service ressources humaines, un service communication, un service, c'est plus simple de penser par case, mais de plus en plus, la vie fait que on se forme pour quelque chose et puis au final on part dans une direction qui est parfois opposée ou qui est pas tout à fait la même, quoi, qui est pas dans la droite direction. Donc il y a des chemins à gauche, à droite, et il faut pouvoir que certains métiers s'enrichissent de ces expériences-là. Donc moi je vous propose... Je ne sais pas si j'étais très claire, mais... C'était très clair. Comme toujours, Pauline, tu es très claire. Il est tôt ce matin. Donc on a vu un petit peu dégager tous ces aspects de formation du jeune dans ce dispositif. Moi je vous propose de faire une petite pause et on revient sur l'insertion professionnelle à proprement parler et les débouchés qu'offre la garantie jeune concrètement dans l'obtention d'un emploi viable. Voilà. Alors est-ce que tu aimes Brassens, Pauline ? J'adore Brassens. Tu adores Brassens. Donc tu aimeras contre Brassens ? Oui. Nécessairement. Oui. Allez, on envoie la musique et puis on reprend juste après. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, tout ira de le champ joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi.
Voilà, c'était le parapluie de Contrebrassens. Et le petit coin de paradis. Et le petit coin de paradis. Et C'est c'est Arsène, le petit coin de Bah paradis. oui. Bah oui, évidemment. Évidemment. Donc pendant la pause, donc moi j'avais prévu de parler tout de suite insertion professionnelle, mais il y a des points qu'on n'a pas abordés qui sont très intéressants. C'est justement de souligner aussi la flexibilité du parcours Garantie Jeunes. Peut-être vous pourriez en dire un mot. En fait, vous disiez qu'il n'est pas interdit au cours de ce parcours Garantie Jeunes d'emmener un jeune ou vers une reprise d'études, etc. Alors, parlez peut-être de cet aspect flexible et surtout de l'engagement aussi que représente la Garantie Jeunes, l'engagement qu'on demande aux jeunes dans ce dispositif, et quels sont les critères d'évaluation. Voilà. Pierre, franchement, c'est pas facile. Tu poses c'est pas 4 facile. questions en une. Mais attends, C'est Kit Kat, tu vois, t'en as 2 pour... mais j'y reviens, j'annonce. t'adore. Là, c'est mon chapeau. Tu sais, quand une dissertation, Oui, on fait toujours, on fait un chapeau, on annonce le plan et ensuite on va dans le Oui. détail. Donc, j'annonce le plan. Et la première question, donc, sur la flexibilité de la Garantie Jeunes. Voilà, alors moi je vais faire comme tout à l'heure, quand on me pose 4 questions, je réponds à une 5e. Ça va être ça. C'est pas le cinquième pouvoir, c'est la 5e question. On se laisse pas faire comme ça en Non. mission Non, locale. bah C'est non, bien, je vois c'est bien. ça, c'est pas facile. Vous êtes dans une radio pirate, il faut se... Voilà, c'est militant, Ouais. c'est associatif, Voilà. donc j'en profite. Alors, donc ma cinquième réponse à la question qui n'était pas posée, c'est de revenir sur cette année et comment elle se passe. C'est-à-dire que le premier acte collectif est passé, il part 2 semaines en entreprise, et après les 2 semaines, comment ça se passe? L'idée, c'est de privilégier effectivement les mises en situation professionnelle, donc les stages, ou les CDD, ou les CDI, ou l'intérim en tout cas, l'immersion en entreprise. Quand les jeunes ne sont pas en entreprise, parce que malgré des fois toute leur bonne volonté, ils ont des périodes où ils ne sont pas en entreprise, ils n'ont pas de proposition, de solution. Nous, chaque semaine, ils vont rencontrer leur conseiller Garantie Jeunes qui va faire le point avec eux sur les démarches, qui va leur donner des conseils, qui va aussi les inscrire sur d'autres ateliers. C'est-à-dire que l'offre de service de la mission locale va être proposée à ces jeunes-là, ou puis même des ateliers que la Garantie Jeunes met en place elle-même, va être proposée à ces jeunes-là. Donc, sur toutes les thématiques dont je parlais tout à l'heure, ça peut être des techniques de recherche d'emploi, CV, l'aide de motivation, entretien d'embauche. On fait énormément d'entraînement aux entretiens d'embauche sous toutes les formes possibles. Et puis, un atelier budget, un atelier logement avec la Maison de l'Habitat, la plateforme Loge-toi, avec des partenaires comme ça. Et l'idée, c'est vraiment cette intensivité-là, c'est de ne pas la laisser retomber pendant toute l'année. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les jeunes plus de 2 semaines sans rien faire. Et le jeune s'engage à respecter ce côté intensif de la Garantie Jeunes. Donc, il s'engage à venir à tous les ateliers qui lui sont proposés, à tous les rendez-vous qui lui sont proposés, à multiplier les immersions en entreprise. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il y a une commission départementale dont je parlais tout à l'heure qui réunit l'ensemble des acteurs institutionnels, l'ensemble des missions locales du département, qui est pilotée par l'État, par la Directe, l'unité départementale de la Directe et territoriale de la Directe, et qui va prononcer des sanctions à l'égard des jeunes qui ne respectent pas leurs engagements. C'est-à-dire qu'on va tenir compte des difficultés d'un jeune, on va tenir compte de ses... De toutes les circonstances atténuantes qu'il peut avoir à ne pas aller en entreprise, mais au bout d'un moment, si jamais il ne respecte pas ses engagements, il peut très bien avoir son allocation suspendue. L'allocation, je l'ai pas dit. Non, c'était l'objet de ma prochaine question. Mais... Très bien. Donc dans la 5e question auquel vous ne répondez pas, finalement, vous avez répondu à ma première question et amené la question suivante. Mais c'est pratique, hein. J'ai l'impression d'avoir Rocard, j'ai amené mes réponses. Vous avez amené vos questions. Vous êtes... J'essaye de répondre drôle, quand même. C'est pas la question, mais c'est ma Entre réponse. vous deux. Donc, la commission va pouvoir suspendre le jeune ou exclure le jeune du dispositif si jamais il ne respecte pas ses engagements. Alors c'est un peu difficile parfois dans la posture de conseil et d'accompagnement qu'on a nous, à du coup émettre comme ça aussi des suspensions, des exclusions du dispositif. Mais c'est nécessaire parce qu'il faut aussi pour le jeune, il faut être exigeant avec le jeune pour qu'il soit exigeant aussi avec lui-même.
Donc c'est de la sanction qui se veut pédagogique, mais après on est là aussi pour accompagner le jeune. Ensuite, il est réorienté vers d'autres dispositifs, vers la mission locale. Mais en tout cas, il y a cette logique de sanction si on ne respecte pas ses engagements. Ce n'est pas une allocation qui est versée comme ça sans contrepartie. Donc ça, c'était la deuxième question. Ça, c'était la deuxième question. Donc, et la question suivante, c'était justement sur cette... est-ce que les stages qui sont proposés ou le dispositif prévoit une rémunération du jeune ? Alors, comme on va demander énormément de choses aux jeunes, alors aussi bien en termes d'investissement, de démarches vers l'extérieur, de rencontres des entreprises et tout, on va aussi lui demander énormément de rigueur au niveau de la paperasserie administrative, parce que l'avantage que ce dispositif-là soit financé par l'Europe, c'est que ça amène un volume d'argent plus important pour répondre aux problématiques des jeunes. Le désavantage, c'est que du coup, il y a des modalités, ce qu'on appelle nous des modalités de reporting administratif qui sont extrêmement lourdes. Donc chaque action du jeune doit être inscrite, retranscrite. Ça, c'est moins sympathique, par contre. Saisie dans des logiciels vérifiables, contrôlables et tout ça. Et ce jeune, donc, on va être très, très, très souvent quand même dans l'injonction à faire et dans l'injonction à respecter ses engagements. Donc, c'est un peu, des fois, difficile parce qu'on est d'abord, nous, dans une logique de conseil, d'accompagnement et d'aide, et on se retrouve dans une logique d'injonction et d'exigence vis-à-vis des jeunes. Donc ça aussi, cette démarche-là, elle nécessite des fois... ça peut être un peu conflictuel parfois, mais c'est vraiment dans l'intérêt du jeune. En tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, sur le niveau d'exigence en tout cas, le niveau d'exigence sur les engagements, et puis sur la rémunération. Et donc la rémunération, c'est l'équivalent d'un forfait RSA avec la déduction du forfait logement, c'est-à-dire 484,82 €. Cette rémunération-là, on va l'appeler allocation, même si ce n'est pas le terme exact, mais il n'y a pas de terme exact d'ailleurs pour l'allocation garantie jeune. Cette rémunération-là, elle a aussi l'avantage d'être incitative. C'est-à-dire que pour éviter un effet d'aubaine et puis une sorte de faux confort pour le jeune à se satisfaire de ces 484 €, comme l'idée c'est quand même d'abord le retour à l'emploi, cette allocation-là, elle est cumulative, incitative et dégressive. Cumulative, ça veut dire qu'avec des ressources d'activité, puisqu'on va amener le jeune à aller en emploi sous quelque forme que ce soit, intérim, CDD, CDI, contrat de professionnalisation, apprentissage, tout est possible. On reste dans la garantie jeune 1 an, même si on signe un CDI au bout d'1 mois. Et donc cette allocation-là, elle est cumulative entièrement quand les ressources d'activité sont comprises entre 0 et 300 €. C'est-à-dire que le jeune va travailler en intérim, va toucher 250 €, il va garder ses 250 € bien sûr, et on va lui ajouter l'allocation complète. À partir de 300 €, elle devient dégressive cette allocation-là. On enlève environ 48 centimes d'euros pour tout euro gagné au-dessus de 300 €. Pour être précis. Vous dormez bien la nuit parce que j'avais tous ces calculs, je crois que... Mais du coup, on a quand même un outil informatique qui permet de faire faire les calculs rapidement. Donc je finis juste sur l'allocation. Parce qu'il nous reste que quelques minutes. Hein. Et donc de 300 € à 80% du SMIC brut, ce qui représente à peu près 1187 €, ça représente à peu près le SMIC net, on va dire. On va appliquer un coefficient de dégressivité à cette allocation, mais ça permet à un jeune de travailler et de ne pas y perdre en travaillant. Parce que c'est un peu la logique perverse, sinon, si je ne travaille pas, je perds mon allocation. Alors que là, en fait, il va moins perdre en travaillant et en gagnant plus que s'il ne travaillait pas. Donc, l'idée, c'est c'est le côté incitatif de cette allocation-là. Et elle est calculée tous les mois. Donc, tous les mois, on a besoin de tous les éléments de ressources d'activité du jeune du mois précédent. D'accord. On va pas avoir le temps de beaucoup plus développer. J'aurais eu plein de questions encore sur l'insertion professionnelle. Faudra refaire une émission. On refera une émission, ça de toute façon, une fois par mois, donc dédiée à l'emploi. Donc on reparlera des jeunes. Juste un dernier mot quand même pour dire qu'une évaluation a été faite du dispositif et il marche. Et il marche notamment dans une perspective d'emploi durable et viable. Et c'est peut-être le message très important à véhiculer aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans cette situation qu'on a décrite, allez vers ce dispositif.
c'est comme son nom l'indique, c'est une garantie pas systématique d'emploi, mais en tout cas qui vous donne une réelle chance d'obtenir un emploi. Donc contactez la mission locale, peut-être donner les coordonnées de la mission locale pour ceux qui après, veulent il y a plus de mission locale dans les quartiers. Après, voilà, il y a un certain nombre d'antennes et de Bon, de toute permanences. façon, Mais en général, il y a une mission locale près de chez vous. Voilà, donc vous allez, vous tapez sur votre moteur de recherche Maison de l'Emploi, généralement vous trouvez. Et après, effectivement, le conseiller mission locale qui va recevoir le jeune, il va faire un diagnostic de la situation et en fonction de la situation, il va orienter sur le dispositif le plus adapté. Ça peut être la garantie jeune et ça peut être d'autres dispositifs dont je reparlerai peut-être un autre jour. Oui, on en reparlera. C'est une évidence. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que ça a été utile. Je pense que oui, on était assez complet. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue. Merci beaucoup, Nicolas Piton. À très bientôt, j'espère. Et puis, merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles à cette émission. On se retrouve mardi prochain de 9h à 10h dans une émission spéciale dédiée aux droits des femmes. Nous recevrons la présidente du CIDFF pour nous parler un petit peu du réseau de lutte contre les violences conjugales et puis pour le droit des femmes et l'accès aux droits en général, ainsi que la déléguée départementale aux droits des femmes qui va nous parler de la journée internationale du droit de la femme. Et j'ai un dernier petit message à vous transmettre, puisqu'on parlait des adolescents et des jeunes. Donc il y a un groupe de parole de parents d'ados qui s'appelle Osons être parents, qui est co-animé par la Maison des adolescents et le CIDFF de Nancy, qui se réunit à plusieurs dates, de 17h30 à 19h30 à la Maison des adolescents à Nancy, et la prochaine réunion aura lieu le 21 novembre 2018. Vous retrouvez d'autres réunions le mercredi 19 décembre, le 23 janvier. Enfin, vous pouvez avoir tous ces renseignements-là auprès de leur site internet. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Donc groupe de parole de parents d'ados. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.